Donc on est là pour vous parler de la traduction, mais sous un angle un petit peu plus précis, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe quand on traduit un manga, spécifiquement, quelles sont les spécificités de la traduction d'un manga, et quelles sont les spécificités de la traduction d'un animé ou d'autres supports comme le jeu vidéo, le visual novel, le light novel, même si je ne pense pas qu'il y en ait de vous qui se soit déjà frotté à la tâche. Du coup, pour ça, on a deux intervenants. Anaïs qui a travaillé pas mal dans le monde du manga, notamment pour Pika, pour Kazé, sur des mangas comme les mangas de Jean-Paul Nishi, les mangas... ah oui, je vais y arriver. Born to be a Honor ou Control. On a également Pierre qui, lui, a plus travaillé sur du jeu vidéo et de l'animation. Alors, côté jeu vidéo, il a énormément travaillé pour Nintendo à une époque. Notamment, il a fait la traduction de Zelda Twilight Princess, Pokémon Noir et Blanc. Il a aussi traduit en indépendant Higurashi no Naku Colony, donc le novel que vous connaissez tous. Et en animé, il a bossé pour Crunchyroll et pour Viewster, notamment sur les séries Rakugo la vie et Yatterman Night. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord laisser la parole à Pierre. Tu vas un petit peu nous montrer comment est-ce que... déjà, si tu as des précisions sur la présentation que je viens de faire, et nous montrer comment est-ce que tu t'y prends pour traduire en anime. Ok, donc bon, on pourrait rajouter des titres, mais ça n'aurait pas vraiment grand intérêt. J'ai fait plus que 2 titres, vous en doutez, en quelques années pour le simulcast. Mais ça se passe un peu toujours de la même manière, c'est-à-dire que voilà, c'est bientôt le début de la nouvelle saison, et il fait beau, et d'un seul coup, il y a un éditeur qui dit « J'ai 6 titres qui sortent, il y en a 4 qui sont faits, il y en a 2 qui sont pas faits, qu'est-ce que je fais avec les 2 autres ?» Et alors là, d'un seul coup, c'est la catastrophe, c'est le grand combat, on cherche un trad, et un trad qui soit pas trop cher, qui soit disponible, qui sache faire les choses. Et donc il y a des tests qui sont faits, et ça peut être du genre... alors le 26 décembre, on vous contacte, et puis le 27, vous faites le test, et le 29, vous avez le truc sur le bureau, et il faut que ce soit rendu, si possible, le 1er janvier au matin. Voilà, ils sont conciliants, parfois ils vous disent « Ok, d'accord, le 2 janvier au matin ». Mais vu que moi, ceux qui me contactent généralement sont des boîtes japonaises, ben, j'ai des deadlines à l'horaire japonais. C'est-à-dire que quand on me dit faut que tu nous le rendes le matin, le mardi, ça veut dire le mardi au plus tard midi, heure de Tokyo. Donc, le mardi, 4h du matin, heure de France. Et il ne faut pas être en retard. Donc c'est sport, c'est très sport, mais bon, il faut s'y faire. Et donc voilà, généralement, on va être contacté toujours au dernier moment, on va nous donner une adresse email, un serveur, un truc, quelque chose, et je vais commencer par télécharger l'épisode, regarder de quoi ça cause, et attendre le fichier de chronométrage. Donc vous connaissez peut-être plutôt le mot timecode, qui est un anglicisme. Moi j'aime pas les anglicismes, donc je dis chronométrage. Si vous n'êtes pas content, c'est le même prix, parce que c'est moi qui ai le micro. Donc ici sur le Yatterman que j'ai fait en 2015, comme le dit si bien mon dossier de travail, autrement je ne le saurais plus. Donc je commence par recevoir un fichier ASS, qui est un fichier vide, où on va effectivement avoir tout ce qu'il va falloir écrire dans l'épisode. Je l'ouvre, alors personnellement je l'ouvre avec AIJSub. Maintenant il n'y a pas que ce logiciel-là, hein. Est-ce qu'il va me trouver les bons fichiers tout de suite? Je ne sais pas. Voilà, alors il va me les indexer, ça va durer une quinzaine de secondes. Et je vais avoir la vidéo, le chronométrage pile poil là où il faut. Et normalement, il faut bien sûr s'imaginer que tout est vide, hein.
Je peux sauter un peu n'importe quand, normalement. Une fois qu'il a indexé le truc, ça vient immédiatement. Voilà, je suis à la fin de l'épisode, donc... Ah, et là on voit que il y a un problème de synchronisation, donc c'est peut-être pas le bon fichier vidéo. Peut-être que j'ai eu deux versions de la vidéo. J'ai juste décalé. Ah oui, bah oui, mais c'est énorme quoi. Le problème, c'est que justement, le but du sous-titrage, ça va être de trouver, ça va être de modifier, parce que moi, je peux tout modifier. Si j'ai le, où est-ce que je le trouve là? Bah, il est, du coup, j'ai pas le bon truc, mais quelle que soit la plage, si je modifie ici le truc de fin ou le truc de début, je peux jouer dessus en conséquence. Et c'est ce qui fait que le sous-titrage va être en accord avec les images ou pas. Donc c'est quand même le plus important. C'est un peu dommage qu'on ait un décalage au niveau de l'image et du son, mais bon, voilà, bon, tant pis. Le principe reste le même. Je regarde l'épisode une fois, je regarde l'épisode deux fois. Une fois que je suis certain qu'il me met pas mal à l'aise, parce que ça arrive, pour ceux qui ont regardé, comment ça s'appelait, Cross Ange. Bon, bah ouais, moi, ouais, je trouve ça me fout un peu mal à l'aise. Bon. Donc, je sais pas si j'aurais accepté de traduire la série, mais il peut y avoir des cas de figure comme ça. Mais dans l'absolu, bon voilà, je regarde l'épisode et puis ensuite c'est regarder l'épisode une fois, deux fois, regarder chaque machin, vérifier où est-ce qu'il peut y avoir des difficultés. Par exemple, la série sur le Rakugo, il y a des pièces de théâtre qui sont jouées, c'est du théâtre en japonais ancien. Alors il se trouve que par un hasard assez fortuit, j'ai fait 8 ans de japonais ancien à l'université, mais c'est pas le cas de tout le monde, d'accord donc oui, j'imagine le traducteur qui a dû faire ça pour la saison 2, parce que j'ai pas été pris pour la saison 2 pour des raisons sur lesquelles je vais pas revenir, mais le pauvre quoi, vraiment le pauvre, il a dû se prendre la tête à faire beaucoup de recherches que j'avais pas à faire, ou alors en tout cas très très légères dans mes livres de cours quoi. Mais et ensuite il faut voir, faut pas que ça dépasse trop à l'écran. Là tiens, avec la police là, ça remplit quand même pas mal l'espace de la vidéo. Et selon les éditeurs, vous allez avoir d'autres, ils vont vous filer d'autres polices d'écriture. Donc parfois vous pouvez mettre 40 lignes, parfois vous pouvez mettre seulement 35, parfois vous pouvez en mettre 50. Donc ensuite, il faut s'accorder sur un standard. Normalement, le standard à la télévision, c'est 36. Mais bon, ensuite, certains éditeurs demandent 42, certains 44, certains 46. Ils ont tous un petit peu leur petite cuisine. Mais bon, tant que ça marche au final, moi je suis pas trop contraignant. Et une fois que c'est fait, il faut que ça sonne à peu près correctement à l'oreille. Enfin, en tout cas pour moi, il faut que ça sonne à peu près correctement à l'oreille. Et quand j'en suis satisfait, je l'envoie, et si possible, en temps et en heure correct, et ensuite c'est dispatché le reste. Et donc à partir de là, j'ai plus vraiment de contrôle, et je prie pour que ça passe correctement sur les plateformes sur lesquelles vous les regardez. C'est pas toujours le cas malheureusement, mais la plupart du temps, ça passe quand même bien. Donc ça, c'est le flow, on va dire, normal pour un épisode. Sachant que ça va dépendre de la série, mais il se peut tout à fait que vous ayez l'épisode le samedi matin, et que le lundi matin, il faut que ce soit donné, quoi. Donc ça c'est toujours un peu difficile à gérer, mais quand on a l'habitude, ça passe quoi. Ok, on va passer maintenant à Anaïs. Donc déjà, est-ce que tu peux nous présenter un petit peu plus avant ton travail, et puis aussi le Black Studio, puisque tu as une particularité à ce niveau-là. Alors, donc, je suis Anaïs Keklin, donc je suis traductrice depuis 2009 à peu près pour des éditeurs. Donc j'ai commencé avec ce qui était d'abord Ascar, puis qui est devenu Kazé par la suite.
Entre-temps, je suis allée vivre au Japon avec mon mari. Et j'ai continué à travailler à distance depuis le Japon pour les éditeurs français. Et puis en revenant, je me suis lancée à temps plein, parce que je n'étais pas à temps plein à cette époque-là. J'étais prof de français à la base. Et je suis toujours traductrice, donc ça fait maintenant un certain nombre d'années. Donc ça fait un certain nombre de volumes traduits. Essentiellement, dernièrement, j'ai travaillé sur Born to Be On Air, la dernière série de Samura, qui est l'auteur de L'Habitant de l'Infini. Chez Philippe Piquet, on a travaillé aussi, notamment avec mon mari, mais sur la trilogie des J.P. Nishi. Et puis chez Kazé, je travaille notamment sur Are You Alice. Chez Pika, sur LDK. Ça c'est Are You Alice aussi. Bon, j'ai pas tout... évidemment, j'ai pas tout ramené. Bon, après, il y a des one-shots, etc. Il y a plein d'autres choses, puis des projets qui sont en cours. Voilà, pour ce qui est du manga, je travaillais aussi sur des jeux vidéo, un petit peu sur des jeux vidéo, pour des raisons de confidentialité, je peux pas vraiment donner les titres, mais en gros je travaille pour certains grands titres des studios Microsoft, par exemple, et puis j'ai travaillé aussi en interne un peu chez Ubisoft. Voilà. Et donc pour la traduction, et donc je travaille au sein d'un studio qu'on a appelé le Black Studio, qu'on a fondé en 2010. Et en fait, on regroupe plusieurs traducteurs, actuellement 2 traductrices et des lettreurs. Donc les lettreurs, ce sont les gens qui vont après travailler à mettre le texte dans les bulles et à retravailler les onomatopées, voire les redessiner, etc. Donc tout travailler sur les planches. Donc on travaille en équipe, donc des fois on travaille... un traducteur et un lettreur du studio sur la même série ou sur le même volume. Puis des fois, on travaille indépendamment les uns des autres, mais ça nous permet, entre guillemets, d'avoir une visibilité sur toute la chaîne de travail du manga et de pouvoir comprendre, disons, les contraintes des autres intervenants qui passent après nous, notamment en traduction pour les lettreurs, et de mieux comprendre quelles sont à eux leurs contraintes et comment est-ce qu'on peut améliorer leur travail et les aider pour... travailler main dans la main pour certains passages sur les onomatopées, etc., les réfléchir ensemble, que ce soit d'un point de vue linguistique et d'un point de vue graphique, pour que ce soit le plus cohérent possible. Et voilà. Je crois que j'ai à peu près tout dit sur le studio. C'est parfait. Est-ce que tu peux, comme l'a fait Pierre, nous décrire un petit peu comment ça se passe pour toi quand tu arrives sur une nouvelle série en manga? Qu'est-ce que tu fais en premier? Alors, rien à voir avec Pierre, du coup, parce que nous, on travaille, entre guillemets, en analogique, tout avec le matériau brut. En fait, on nous contacte, les éditeurs, en fait, une fois qu'on travaille pour eux, ils nous proposent régulièrement de nouvelles séries ou de nouveaux titres. En général, on a très peu de matériau pour savoir si ça nous intéresse ou pas, parce que quand on nous le demande, c'est un peu toujours la même chose, tout est dans l'urgence, donc en général, c'est à faire pour le mois suivant. Et on a peu de temps pour se décider et on a peu de matériaux pour pouvoir voir si ça nous correspond ou quoi. Après, ceci dit, l'éditeur en général connaît notre style, connaît notre façon de travailler et nous propose en général des titres qui correspondent à notre profil. C'est pour ça que la plupart du temps, les shoujo mangas sont traduits par des filles presque exclusivement. Après, ça veut pas dire... moi, en l'occurrence, j'ai plus d'affinité avec tout ce qui est seinen ou shonen, donc c'est pas forcément représentatif. Donc on nous propose un titre et puis après, à partir du moment où on a accepté de le faire, on va recevoir le volume japonais, souvent 2 volumes pour qu'on en garde un avec nous. Et il y a un des volumes, on peut montrer dans les images que j'ai mises, qu'on va indexer. Voilà, donc en fait on va commencer par l'indexer, c'est-à-dire numéroter les bulles, les textes hors bulles et les onomatopées. Chaque éditeur a un peu sa charte sur ça. Il y en a qui mettent des lettres, il y en a qui mettent des chiffres, il y en a qui... chacun a sa façon de faire, donc on s'adapte en fonction des éditeurs. On va indexer tout le volume et c'est ce qui permettra après pour tous les intervenants, les relecteurs et le lettreur qui ne parlent pas japonais, de pouvoir identifier quel texte correspond à quel endroit dans la page, quoi. Donc voilà, on va travailler à partir de ces fichiers-là et puis après c'est du Word basique en fait. On va mettre 1 égale truc B
etc. Pareil, tout ça c'est charté selon les éditeurs, la façon de le présenter, il y a différentes manières. On va donner aussi dans notre fichier Word des indications pour ceux qui travaillent après, c'est-à-dire surtout les lettreurs. Est-ce que c'est un cri, est-ce que c'est une pensée, est-ce que c'est... il y a tout un... Pareil, chaque éditeur a sa façon de structurer les choses. Est-ce que c'est du hors-bulle, est-ce que c'est voilà, des petits caractères comme en 3 là, qui vont être lettrés différemment, etc. Et puis on traduit tout ça. Donc après, bon, évidemment, il y a tout le processus de traduction sur lequel on reviendra peut-être plus tard. Et puis on le renvoie en général à une personne. Donc pareil, les éditeurs ont leurs appellations différentes, mais il y a ce qu'on appelle l'adaptateur, l'édito, le superviseur en fait, qui suit la série en même temps que le traducteur. Donc, comme on en a souvent pour beaucoup de volumes, c'est la même personne qui va relire tout le temps les volumes et puis qui va suivre la cohérence générale de la série, s'assurer qu'il n'y ait pas d'erreur dans les noms, dans le suivi, dans la cohérence globale de la série, et qui va aussi faire la relecture orthographique. Des fois, il y a un correcteur en plus qui vient s'ajouter pour la relecture orthographique, des fois pas. Et puis après ça, cet adaptateur va nous le renvoyer s'il y a des questions. Et puis après, ça part en lettrage. Donc en lettrage... se passe ce dont mon mari vous parlerait mieux, et ça me revient à la fin, une fois que c'est lettré, où on a une dernière relecture, un peu en partenariat avec l'édito aussi, où on réfléchit s'il y a des sujets qu'il faut améliorer, qu'il faut retravailler, etc. Et on fournit une version finale qui part à l'impression. D'accord, donc c'est systématique le fait d'avoir un retour sur la traduction? Alors j'imagine que ça dépend, après moi je travaille pas avec tous les éditeurs, mais en tout cas avec ceux avec lesquels je travaille, oui. Pour toi, Pierre, tu as aussi des retours Beaucoup moins, enfin, en tout cas beaucoup moins systématiquement. Parfois on reçoit même des choses un peu bizarres, du genre vous avez des phrases qui font, des lignes qui font 90 caractères alors que c'est absolument impossible à faire, quoi. Et donc ça veut dire que chez eux ils ont des logiciels qui reconnaissent pas certains types de retours à la ligne, alors il faut adapter, il faut réenvoyer. Et puis on reçoit quand même des choses qui sont un peu contradictoires, du genre oui, alors nous c'est 39 caractères par ligne, et vous pouvez aller jusqu'à 42, mais si vous dépassez on s'arrange. Donc en gros t'as une charte mais pas trop, quoi. Ouais, et puis parfois il y a des éditeurs comme ça, ils se sont dit ah non, non, faire des choses adaptées en français c'est pas cool, c'est pour Dagash Kashi. Dans Dagash Kashi, tous les noms des petits bonbons japonais, en fait, il y a une petite blagounette dedans. Donc, puis ça décrit bien quel est le problème. Par exemple, il y a des petits bonbons, des petites gélules au raisin qui s'appellent les petits grains de raisin tellement acides qui vont vous faire dresser des cheveux sur la tête. Donc ça, c'est le nom du bonbon. Donc, si vous le gardez en japonais, ça fait un truc... à chaque fois, vous dites à tes souhaits. Et si vous le traduisez en français, c'est un truc, il vous faut 15 secondes à l'écran pour le placer une fois. Et donc, il y a des choix, il y a des moments où on n'a pas vraiment le choix. Il faut le traduire en français, il faut le raccourcir, et il faut que ce soit peut-être parfois un peu rigolo ou quoi. Et je me souviens que j'avais eu une fois, genre 3 mois après les faits, un email comme quoi, ah oui, bah, finalement ADN a remis les noms en japonais. Donc bon, ok, d'accord. Mais c'est quand même assez rare de recevoir comme ça après coup. Ah oui, en fait, on a complètement changé le truc. S'ils veulent changer des choses, ils vous le demandent d'abord. Quand même, il y a un minimum de décence. Mais moi, au niveau de la traduction de Simulcast, j'ai rarement en fait un retour direct sur les choses. Évidemment, quand c'est du jeu vidéo, j'ai un retour direct, j'irai presque dans ma face, parce qu'il faut que ce soit mis dans des ROM qui vont être filés aux testeurs. Qu'il y a sur un Zelda, il y a peut-être 4 testeurs par langue, et plus un chef testeur, et donc tout me revient dans la figure et tout est vérifié, parce que bon, c'est Nintendo, ils peuvent pas se permettre, c'est le jeu de lancement de la Wii, alors bon voilà, ouais, c'était chaud, quoi. Mais même quand ce sont pas des jeux super importants au niveau du marketing, on a toujours un retour direct dans le jeu vidéo, quoi. À moins que ce soit vraiment un projet un peu en freestyle. J'avais fait le... D'accord. Par exemple, j'avais fait pour un éditeur le Avabel Online en français et une pléthore d'autres RPG pour iPhone, pour téléphone portable en français donc.
Et là aussi, ben, j'ai fait le glossaire, j'ai fait plein de traductions et tout, mais une fois que j'ai quitté le projet, j'ai plus vraiment de retour. Donc je sais pas si les jeux sont jouables en français ou pas. S'ils sont pas jouables, ben, désolé. C'est pas vraiment de ma faute, mais désolé quand même. Mais ouais, ça fait partie de ces aléas de la production. Il y a des domaines où vraiment ils font super gaffe, et puis d'autres, on n'a pas le temps, quoi. Ils ont juste pas le temps. Eux sont à la bourre, vous êtes à la bourre. Il faut que ça sorte. Il y a les contrats qui sont signés. S'ils sortent pas tel jour. Au niveau des statuts, je sais pas comment ça se passe pour les animés. En tout cas, pour tout ce qui est édition, on est en droit d'auteur, on est rémunéré en droit d'auteur, donc on est quand même relativement protégé par le code de la propriété intellectuelle, etc. Et en principe, on est obligé de valider avant impression le texte, parce que c'est nous qui le signons. Donc je sais pas comment ça se passe pour les animés à ce niveau-là, mais... Pour les dessins animés, quand même, les gens prennent beaucoup de liberté, quoi. Bien sûr, dans l'idéal, moi par exemple, j'ai signé les épisodes pour le Rakugo ou la vie, et puis j'ai su que derrière, ben, ils faisaient des trucs un peu bizarres, quoi. Moi, quand je rends l'épisode, bon, vous l'avez vu avec Yatterman, on voit à l'écran que c'est lisible. On voit qu'il n'y a pas 50 lignes à l'écran, etc., etc. Sauf que ce que moi je rends, qui tourne très bien sous Aegisub en l'occurrence, ne tourne pas forcément bien dans le logiciel qu'ils ont pour la télévision française. Et parfois, là où moi j'ai 2 lignes qui sont bien calibrées, ou quand je mets plus que ça, quand je mets par exemple un texte de la radio, il y a la radio qui parle, donc je mets le texte de la radio en haut, donc ça me fait une 3e ligne à l'écran. Chez moi ça fait 3 lignes correctes, et puis à l'écran, sur la chaîne de télévision, il y avait des captures d'écran l'année dernière sur Twitter où il y avait 6 lignes ou 7 lignes à l'écran, quoi. Et ça vient pas de moi, c'est sûr, parce que moi j'ai vérifié l'épisode 10 fois avant de le rendre, et puis les techniciens de là-bas, ou je sais pas, est-ce qu'ils savent pas, est-ce qu'ils s'en foutent, est-ce que c'est le stagiaire qui a pas fait gaffe, je sais pas. C'est les erreurs de la prod, et parfois c'est corrigé, parfois c'est pas corrigé. Là, malheureusement, c'est le sérieux de chaque personne qui bosse là-bas qui est en cause, quoi. Après, il y a des contraintes de temps aussi, j'imagine, qui viennent s'ajouter, parce que même pour nous, quand on a les relectures à effectuer à la toute fin, des fois, on nous prévient la veille pour le lendemain. Il suffit de pas être disponible sur le moment pour pas pouvoir effectuer la dernière lecture et que ça parte en impression avant qu'on ait eu le temps de revérifier qu'il y ait une coquille qui passe par-ci, par-là, ou des erreurs qui n'ont pas été vues avant. Mais ceci dit, hein, tu sais, parfois c'est vraiment l'incompétence, on va dire, collective de tout le monde. Moi je sais que sur Endless Ocean, on a eu, je sais pas, 2 mois et demi pour la localisation. Donc le texte graphique, c'est le premier truc qu'on a fait, parce qu'il y a un programmateur derrière au Japon qui doit refaire les artworks, etc. Donc c'est le tout premier truc qu'on fait. J'ai dû traduire ça le 18 juillet, quelque chose comme ça. Le jeu est passé Gold le 30 septembre, et on a eu la version Gold, on l'a mis dans le truc, et on avait mis 2 P à développer, ou 2 L à développer. Maintenant je sais plus quelle est la faute, mais donc ouais, dans le texte graphique, donc dans du texte que j'ai traduit, qui a été corrigé par mon chef, qui a été corrigé par le chef de mon chef, qui a été corrigé par les 5 testeurs, qui est revenu au marketing, qui a été corrigé par les correcteurs du marketing, et bon, ça gêne personne, quoi. Personne sait écrire le mot développé. Alors bon, il y a des difficultés comme ça en français. Chacun se concentre sur son faisceau et voit pas forcément les petits détails. Ça arrive, quoi. Du coup, tout à l'heure, tu parlais des contraintes pour la télévision française, mais en fonction du format, en fait. Est-ce que tu as des différences de contraintes pour la télévision, pour le DVD, pour le simulcast? Est-ce qu'il y a vraiment une grosse différence, ou est-ce que c'est grosso modo toujours la même chose? En fait, il y a quelques différences. Par exemple, pour les dernières que j'ai faites, pour Thunderbolt Fantasy que j'ai faites l'année dernière, on m'avait explicitement dit pas plus que 46 caractères par ligne. Mais jusqu'à 46 caractères, ça va. Or, ça passait parce que je savais que c'était un truc qui allait rester dans le domaine du simulcast. Donc c'est quelque chose que vous allez télécharger sur votre PC, ou dans votre browser, ou peu importe. Vous pouvez faire pause, vous pouvez
vous pouvez éventuellement revenir en arrière si vraiment c'était trop long et que vous n'avez pas eu le temps de lire, ou qu'il y a un des noms chinois qui vous a écorché les yeux et que voilà, c'était pas possible. Mais en règle générale, quand on se base sur une édition à la télévision ou au DVD, on reste sur le 36 caractères par ligne, avec 2 lignes maximum, parce que à la télévision, c'est difficile de faire attention à autre chose, quoi. Surtout à la télévision, de toute façon, par définition, on ne peut pas faire pause. Donc il faut que le téléspectateur puisse avoir le maximum d'informations disponibles en une seule fois, et pas avoir à se poser des questions ou à se dire « Ah non, attends, il y avait quoi là ?» et tout. Donc tu peux pas aller trop en détail. Mais pour du simulcast, tu as un petit peu plus de caractère, et puis de toute façon, les gens peuvent faire pause, donc tu peux te permettre d'en mettre un petit peu plus. Mais il faut pas non plus exagérer, quoi. Il y a des choses qui passent pas. J'imagine que pour le lettrage, c'est un petit peu la même problématique. Ouais, on se pose la question sur la taille des bulles notamment, et puis l'autre problème qu'on peut avoir, c'est que comme le japonais s'écrit à la verticale, on va avoir des bulles qui sont toutes fines, toutes longues, et qui vont être un enfer à lettrer. Là, on n'en a pas énormément, mais qui vont être un enfer à lettrer pour le lettreur derrière. Donc on essaye de trouver des mots qui vont être le moins long possible pour que ça fasse le moins de césure possible dans la bulle, etc. C'est ce genre de contraintes auxquelles on pense, parce que le lettreur n'a évidemment pas le droit de redessiner la bulle pour qu'elle prenne la forme du texte à l'horizontale. Et hormis justement pour ces volumes avec J.P. Nishi, qu'on a rencontré, etc., avec le lettreur, et qui nous a redessiné très ponctuellement, mais qui nous a redessiné certaines bulles pour que ce soit adapté au format français, c'est-à-dire en faisant passer par exemple les textes de commentaires qui sont sur les côtés en haut de la bulle. Hormis ce genre de cas exceptionnel, il faut s'adapter et donc penser le texte pour ça. C'est là où j'allais en venir justement, c'est sur la problématique de l'adaptation. Du coup, tu es amené à faire des choix de contenu. Alors des choix de contenu, je dirais non, mais de toute manière la traduction c'est un peu quelque part toujours un choix, hein. On est tout le temps en train de faire des choix, on renonce toujours à certaines pistes parce que de toute manière on a plein de possibilités. Une même phrase pourrait être traduite tellement de façons différentes que à la fin il faut s'arrêter sur une, et en général on s'arrête sur celle qui nous convient le mieux, qui correspond le mieux aux contraintes qu'on peut avoir. Maintenant, je pense que justement le rôle du traducteur, c'est de ne pas faire d'impasse sur ce qui compte le plus. C'est de réussir à faire entrer dans l'équation toutes les données, quoi. En gros, bien gérer les priorités. Exactement, ouais, c'est ça. On va avoir un faisceau de contraintes. Mettons, il faut que j'ai un calembour là, il faut que j'ai une rime là, il faut que j'ai tel terme là, il faut que j'ai telle idée, tel style. Et après, à partir de ça, on sait sur quoi on ne veut pas faire de concessions et qu'on doit garder. Donc on va se casser la tête jusqu'à ce qu'on trouve la solution en général. Donc pour des choses qui sont relativement intraduisibles, comme des calembours ou des choses comme ça ouais, c'est ça qui peut prendre énormément de temps. Ouais. Ça peut prendre, pour certains trucs, notamment dans Born to be on Air, où on a certains jeux de mots qui sont monstrueux, où il a fallu, ça m'a pris plusieurs jours à cogiter, etc., à continuer à chercher le soir, et ça nous sort pas de la tête, on continue à y réfléchir tout le temps, même quand on n'est pas au travail, on se dit mince, ce truc, il faut que je trouve une idée, etc. On fait des recherches en permanence jusqu'à trouver, ça peut prendre des jours, ouais. Je vais parler un peu personnellement, mais j'avais discuté avec, par canaux interposé avec Guillaume Didier, qui avait travaillé sur la traduction du roman de Harvey. Il nous avait dit que, en gros, il avait passé 2 semaines juste sur une phrase du tome 4 du light novel, parce que c'était une phrase de Yuki Nagato, forcément, c'était tellement alambiqué qu'il n'endormait plus la nuit. Oui, voilà, c'est ça. Tu peux arriver jusqu'à en rêver la nuit, à chercher des solutions absurdes. Pour rebondir rapidement sur Guillaume Didier, c'est celui qui a eu la malchance d'avoir à concilier tous nos styles sur Pokémon version noire et version blanche. Et donc je peux vous dire qu'il y a eu du taf, hein, parce que waouh. Mais bon, ouais, c'est donc oui, il m'a aussi raconté ça en off une fois au pub. On a un peu tous ces problèmes-là, quoi. Il y a des choses que les gens ne connaissent pas, des références que les Français n'ont pas, parce que il se trouve que quand vous êtes petit, on vous raconte des histoires, mais on vous raconte pas l'histoire du prince qui est né dans une pêche, ou on vous raconte pas des légendes japonaises, machin chose, et vous avez pas ces références-là.
Donc ensuite, moi j'ai traduit justement, il y a quelques années, je traduis tout un dessin animé qui s'appelait Momo-Kyun, qui était un dessin animé où le fameux prince de la légende du prince qui est né dans une pêche est en fait une princesse. Et donc moi ça me fait rire parce que je connais la légende de base, quoi, mais je pense que les gens français normaux, on va dire, ça évoque absolument rien pour eux, quoi. Donc tu peux traduire le truc, mais il y a beaucoup de blagues qui sont inhérentes, je sais pas comment ça se prononce ce mot. Inhérentes, d'accord, okay, merci. Donc il y a beaucoup de blagues qui sont inhérentes au scénario de base du truc, qui tombent à l'eau, et donc il faut se concentrer sur d'autres trucs. Faut faire des blagues ailleurs pour que ça reste drôle, quoi. Bon, après, des fois, moi, ça m'arrive d'après demander à mon entourage, est-ce que vous auriez une idée pour ce calembour-là? Il faut faire ressortir telle idée, il me faut telle rime dedans, etc. Essayer de cogiter à plusieurs. Notamment comme nous, on fonctionne en studio, c'est aussi un des avantages parce qu'on peut discuter en équipe, à 3-4 exactement, à essayer de se creuser la tête sur tel jeu de mots, ou telle rime, ou tel passage, pour réussir à faire ressortir, ou tel nom, parce que des fois, on a des noms de personnages où il faut réussir à faire ressortir une idée, etc. Donc ça demande... tout le temps des réflexions. À plusieurs, je trouve que ça permet de brainstormer sur... Oui, c'est plus facile à plusieurs, c'est sûr. Mais surtout quand les gens savent quelle problématique vous avez, en fait. Ensuite, il ne faut pas que ce soit trop pointu non plus, mais quand c'est pas trop pointu, quand vous avez juste envie de voir si une blague fait mouche ou pas, l'entourage de base peut servir de cobaye, quoi. Mais c'est vrai que souvent, on est... et puis ce sont des moments où on est extrêmement bloqué, où il va falloir faire des choix radicaux. Et donc les choix radicaux, je pense que dans l'édition, ça peut être ensuite, on va être exposé au veto peut-être de l'éditeur japonais. Pas tant que ça. On a très peu de retours des japonais. Okay. Mais si vous prenez une édition radicale dans un jeu vidéo, là vous avez beaucoup de trucs annexes, on va dire, ou connexes, qui vont réagir, quoi. Vous avez, d'un seul coup, l'équipe d'une autre langue qui va regarder votre texte parce qu'eux ont eu un problème pour ceci, cela, ils vont regarder ce que vous avez fait, ils vont dire « Ah mais attendez, alors bug numéro 442 dans le log, oui, alors l'équipe française, elle a fait ça et ça, c'est pas du jeu, machin, » Puis alors ensuite, tu as le mot du développeur qui se penche sur la question, qui dit « Ah finalement, on va modifier la scène ». Alors du coup, tout le monde doit faire son boulot, c'est pas très drôle, mais ça arrive, quoi. Il y a vraiment certaines difficultés pour poser beau. Par exemple, chaque fois que vous avez un projet avec des Italiens et qu'il y a une fille dans le dessin animé ou dans le jeu, ou peu importe, qui s'appelle Kagura, les pauvres Italiens ont un énorme problème, parce que Kagura, c'est une forme, c'est je vais aller faire caca, il me semble, en italien, un truc comme ça. Après, en français, on a le prénom Chie. Voilà, en français, on a même tous les prénoms, tous les noms en fait qui commencent par CHI, donc en japonais ça se dit Chi, il n'y a pas de souci. Mais quand ce sont des noms non japonisants qui les lisent, alors là ça devient dur, quoi. Là on en arrive à des niveaux, ça tourne pipi caca. Faut arriver. J'avais eu un personnage qui s'appelait Chili, donc ça s'écrivait vraiment Chiri, quoi. Il a fallu trouver. Je me souviens plus là comment j'avais modifié, parce que c'était il y a très longtemps, mais je m'étais posé la question longtemps. Ouais. Du coup, vous devez altérer un petit peu donc les noms et une partie de l'œuvre originale, et vous n'avez pas des problèmes pour le faire avec les ayants droit japonais sur ce plan? Alors, dans l'édition, non, on est relativement libre, mais en fait le problème se pose quand même assez rarement. On a peu de... Là, à part pour ça, et c'était un surnom, donc on pouvait un peu le modifier, puisque de toute façon, c'était pas vraiment le prénom du personnage. Je vois pas d'exemple où ça s'est posé, où on a dû changer un nom de personnage. Ça m'est pas arrivé. J'ai fait pas mal de modifications, mais bon, j'étais surtout sur Le Sanglot des Cigales, qui est plus un roman qu'un jeu vidéo. J'ai fait énormément de modifications, mais bon, ensuite j'étais tout seul à bosser sur le truc, donc j'avais à répondre à personne. Yukichi Zelonana ne parle pas français, donc c'était pas lui qui allait donner son grain de sable, son avis sur la question. Il y a vraiment eu, de moi-même, je lui ai quand même dit, voilà, il y a des choses que j'ai modifiées, des blagues que j'ai modifiées, parce que personne connaît Echigoya par chez nous, donc j'ai mis le grand stratégaire, bon, ça parle peut-être un peu plus. Et sinon, en règle générale, si vraiment j'avais eu à modifier complètement quelque chose, je lui en parlais, mais par exemple, il y a une scène,
qui est resté une scène au téléphone où un des personnages pète un plomb, on commence à rigoler. Et en fait, la répétition au Japon fait très peur aux gens. Je sais pas si c'est très... Voilà, si vous avez un personnage qui vous dit tout le temps 5, 6, 10 fois la même chose, ça met très mal à l'aise en fait en japonais. Alors qu'en français, c'est juste chiant, quoi. Au bout de 3 fois, c'est bon, on a compris, voilà. Oui, tu l'aimes pas, c'est bien. Et donc, il faut trouver d'autres moyens d'exprimer ça. Et quand j'avais des modifications de ce genre-là à faire, ça faisait des modifications assez importantes, même au niveau de la programmation du jeu. Donc là, je devais lui en parler, mais il n'a jamais été particulièrement pénible avec ça, quoi. Après, dans l'édition, je me dis que de toute façon, c'est toujours l'éditeur qui a le dernier mot, et notamment c'est la personne qui fait la supervision de la série. En général, quand on a ce genre de problème, on le soumet à l'éditeur et on lui demande son avis, parce que c'est aussi des histoires de choix éditoriaux quelque part, et c'est à lui que revient ce genre de décision, quoi. Pour ça, en général, on dit on peut faire ça, ça, ça ou ça, et puis voilà, le problème il est là ou là, qu'est-ce que vous préférez faire? D'accord, et du coup, il peut vous forcer, entre guillemets, à modifier votre traduction pour des contraintes qui vous seraient pas forcément venues à l'esprit. Oui, je pense que c'est possible. Après, en général, c'est un travail de confiance avec l'éditeur, donc en général, c'est une réflexion qui est menée main dans la main, quoi. Donc c'est rarement contraint et forcé qu'on passe à un choix. En général, on a donné notre avis et l'éditeur se base sur cet avis pour prendre ses décisions. Moi, je connais surtout le cas dans le jeu vidéo, parce que justement, j'ai bossé avec des boîtes très grosses, quoi, Nintendo, Pokémon. Parfois, on propose des noms de Pokémon, et puis, ah bah non, c'est le nom d'un lave-vaisselle en Roumanie. Écoute, ma foi, grand bien lui fasse, quoi, mais... Et donc c'est un problème parce que justement ce sont des boîtes qui vont sur un peu tous les marchés et ils peuvent avoir en théorie des problèmes de droit, des problèmes légaux dans tous les marchés où ils veulent s'implanter. Donc il faut qu'ils fassent attention à ce genre de choses. Et c'est très spécifique aux grandes boîtes, mais c'est un problème bien réel parce que vous avez un avocat. Moi je sais que pour les noms des Pokémon, même le dernier jour, il nous restait, je sais pas, 4 heures pour la deadline et il y avait 5 noms qui n'étaient toujours pas décidés. Et donc on avait le mec, le chef de la section des avocats pour la gestion des droits d'auteur de New York ou je sais pas quoi, pour Pokémon qui était là-bas. On l'avait au téléphone et c'était bon, alors ok, qu'est-ce que vous avez pour tel et tel Pokémon, et puis il fallait qu'on donne des idées, quoi. Et il était là en mode ok, Google fou. Est-ce que ça existe? Non, ça n'existe pas, on prend. Est-ce que ça existe? Ah, ça existe, c'est un truc là-bas. Non, c'est un truc là-bas. Non, ah bah non, il y a une série américaine dans laquelle il y a un personnage comme ça. Ok, d'accord. Après, c'est vrai que pour tout ce qui est jeux vidéo, on n'a pas le choix. Là, en général, c'est des contraintes qu'on nous impose plus qu'autre chose. Hein. Ça n'a rien à voir. J'allais dire, pour le cas que tu donnes dans Pokémon, heureusement que pour les jeux vidéo, les noms sont variabilisés parce que si tu devais réécrire à chaque fois toute la traduction, ça serait un petit peu plus compliqué. Oui, bien sûr, oui, mais ça ensuite, c'est même pour le cas où les noms ne seraient pas des variables, il y a toujours moyen de faire des remplacements automatiques, mais les remplacements automatiques, ça peut prendre beaucoup de temps, quoi, parce qu'il y a toujours le cas de figure. Il y a toujours le cas de figure où en fait le début d'un mot est exact, enfin le début d'un mot plus la fin d'un autre correspond au truc que tu fais search and replace, et donc d'un seul coup, dans un village, t'as un mec qui dit n'importe quoi. C'est ça génère des erreurs, ouais. Et ça, tu le remarques en fin de ligne, à 3 semaines de la mise en gold, et t'as un testeur en mode qui est là en PLS, bug numéro 12480. Oui. Sur les Pokémon, on a beaucoup de bugs de ce genre, avec des gens qui savent pas est-ce que c'est une faute de frappe, est-ce que c'est une faute dans la variable, est-ce que c'est une faute dans la matrice du jeu, donc ça pose des problèmes, mais bon. Ça reste quand même des trucs très spécifiques, quoi. Ok. Anaïs, je crois que tu avais encore quelques trucs à nous montrer. Oui, c'était pour montrer la différence de travail, en fait, pour quand on est sur de jeux vidéo, où en général on travaille souvent avec un logiciel de traduction assistée, qui ressemble... Bon là, j'ai pris une image que j'ai trouvée sur Google, puisque je ne pouvais pas vous mettre de texte, encore une fois pour des raisons de droit. En fait, contrairement à la traduction pour ce qui est manga où on part de vraiment rien, on est sur un fichier Word et on tape vraiment sa traduction,
en l'occurrence moi, sur les jeux vidéo sur lesquels j'ai travaillé, soit on avait des fichiers Excel vides avec des cases à remplir, soit on travaillait sur des logiciels dédiés. Là, c'est un exemple de logiciel pour montrer comment ça fonctionne, mais notamment chez Microsoft, ils ont un logiciel interne qui est développé en interne et qui n'est pas libre d'accès, qui dans l'ensemble fait les mêmes fonctions mais en moins bien. Et, et en gros, on va avoir le texte dans la colonne de gauche qui va être le texte source, et on va taper notre texte cible dans la colonne de droite. Et en fait, on dit que c'est des logiciels de traduction assistés parce que quand on va avoir des segments, donc chaque numéro, ça correspond à un segment. Quand on va avoir des segments qui se ressemblent ou qui sont quasiment approchant à 95%, il va nous proposer la traduction qu'on avait faite pour le segment qui était quasiment le même, histoire qu'on ait, disons, dans toutes les formules qui sont similaires, pour qu'on n'ait pas d'erreur de cohérence. Ça va aussi nous suggérer des choses qui vont rentrer dans une mémoire de traduction. Au fur et à mesure de la traduction, on génère une mémoire de traduction, c'est-à-dire des milliers et des milliers de segments qui sont enregistrés. Et donc, dès qu'on va avoir un segment qui ressemble à un segment nouveau qui se présente, il va nous proposer soit de le réutiliser puis de changer un ou deux mots, soit il va nous le donner en référence pour qu'on sache ce qu'on avait fait avant. Ça permet aussi d'utiliser un glossaire en temps réel, etc., qui aide quand même, notamment pour les jeux vidéo où il y a beaucoup de redites et de reprises, pour aller plus vite. Alors, rien à voir, par contre, bien sûr, avec tout ce qui est Google Trad, etc. Ça ne traduit pas automatiquement. Mais, voilà, donc c'est un type de travail qui est complètement différent dans la méthode, en tout cas. Ok. On a un petit peu de temps pour des questions, si vous voulez. Monsieur là-bas. Allô. Alors voilà, en fait, je voulais savoir s'il y avait des moyens spécifiques pour rentrer dans tout le domaine de la traduction, et si les traductions qu'on les fait par avant avec des équipes, tout ça, ça peut avoir du poids, par exemple, quand on cherche justement à entrer dans ce milieu. Je sais pas s'il y a des conseils peut-être, ce genre de choses. Oui, de toute façon, toute expérience est bonne à prendre parce que dans la traduction, bon, maintenant il y a des formations, il y a des masters de traduction, etc. Maintenant, je pense qu'il faut avoir un solide bagage en langue, bien sûr, mais aussi en français. C'est ce que recherchent beaucoup les gens qui achètent des traductions, c'est-à-dire des gens qui maîtrisent la langue française. Il y a beaucoup de gens qui maîtrisent les langues étrangères, mais qui ne maîtrisent pas la langue française. C'est ça qui est le plus recherché parce que ça demande vraiment une connaissance très pointue et experte de la langue. C'est là que je vous conseillerais d'axer votre travail. Maintenant, oui, toutes les expériences sont bonnes à prendre. En ce qui concerne les éditeurs, ils sont toujours un peu frileux quand ils entendent que c'est des gens qui ont fait du travail entre guillemets illégal sur du scantrad ou ce genre de choses. Néanmoins, ça vous donne quand même une expérience, donc c'est toujours bon à prendre. Après, en formation, maintenant, il y a des bonnes formations en traduction qui se font. Oui, je pense qu'on peut insister sur le fait que plus que vos compétences spécifiques à connaître tel et tel mot obscur en anglais ou en allemand ou en ce que vous voulez, ce que les gens veulent, c'est que vous sachiez écrire français correctement. Moi, je sais qu'il m'est arrivé d'obtenir des places sur des projets simplement parce qu'ils ont dit « Ah ben, quand on a eu ton test... on a vu, à première vue, tu avais fait que deux fautes de frappe. Bon, ensuite, on a regardé un petit peu dans le détail, on a trouvé une erreur, mais quand tu prends les résultats, la feuille de résultats d'un test de traduction, et que déjà Word t'indique qu'il y a 14 fautes de frappe, ou qu'il y a des fautes de grammaire ou quoi que ce soit, ça la fout mal, quoi. En général, on rentre toujours sur test, que ce soit pour les agences de traduction, pour les grosses boîtes de jeux vidéo, ou que ce soit pour les éditeurs, il y a toujours un essai qui est effectué au début. Et évidemment, le japonais, pour le coup, est très important, ça va sans dire, mais il suffit pas. Il faut vraiment avoir un niveau de français élevé, il faut avoir une connaissance de l'orthographe, de la grammaire, de la structure, il faut avoir un style, il faut avoir une plume, entre guillemets, donc c'est pas, voilà, c'est là qu'il faut axer son travail. Bonjour, du coup, moi je voulais savoir, vous avez beaucoup parlé de la problématique du fait qu'il fallait vraiment se dépêcher quand on faisait des traductions, mais ça vous en avez parlé pour le manga et l'animation, mais vous en avez pas vraiment dit pour le jeu vidéo. Est-ce que c'est la même problématique aussi? C'est encore plus rapide, je trouve, pour ma part.
Enfin, nous, on a des LED, c'est toujours pour hier, hein, de toute façon, enfin, je trouve, en traduction, c'est toujours pour hier, c'est un peu la dernière roue du carrosse, celle à laquelle on pense au dernier moment. Tout d'un coup, on s'aperçoit qu'il faut traduire 3 millions de mots pour la semaine prochaine. Bon, donc du coup, il y a des équipes qui sont mobilisées, etc. Mais c'est toujours très rapide. C'est le problème. D'ailleurs, si on avait le temps de pouvoir revenir sur son travail, l'esprit reposé, de pouvoir le relire une énième fois, etc., ce serait génial. On pourrait faire encore plus qualitatif. Mais en général, on a des contraintes de temps qui sont énormes. Dans l'édition, un peu moins quand même, parce qu'on peut planifier les sorties, etc. Mais dans tout ce qui est jeux vidéo, pour moi, ça a toujours été très rapide. Des cas que j'ai connus, en gros, ça va vraiment dépendre de l'éditeur. Vous avez un éditeur comme Nintendo, il sait forcément quand est-ce que le Zelda doit sortir, parce que c'est un jeu sur lequel les équipes travaillent pendant des années. Il n'y a pas vraiment de secret, on a déjà le planning très longtemps à l'avance, on sait qu'il faut que temps et temps soit fini pour telle et telle date à peu près, mais il vous laisse quand même le temps de respirer et de faire autre chose que de bosser dans votre vie, même si, bon, sur le Zelda, j'ai fait beaucoup d'heures supplémentaires, on va pas se la raconter. Mais il y a d'autres éditeurs, comme je le disais, j'avais fait le truc pour Arabelle Online, maintenant j'ai oublié, parce que c'est venu, en fait, c'est quelqu'un qui m'a demandé de l'aide, parce c'était un projet trop gros pour lui, donc il m'a demandé de l'aide sur ce projet-là. On était plein de traducteurs, il y avait, je sais pas, j'ai dû faire en 4 mois, j'ai dû faire 1 million de mots, non, ouais. Enfin on a géré en tous ensemble 1 million de mots, donc maintenant combien j'en ai fait, je ne peux pas vous dire, mais c'était absolument énorme, quoi. Et comme je suis parti avant la fin définitive du projet, je ne peux même pas vous dire ce qu'il en est devenu, mais ça c'était vraiment à faire dans l'urgence. Alors que d'un autre côté, voilà, quand on a Pokémon, c'est pareil, hein. J'ai commencé en juin, on savait que le jeu sortait en mars l'année prochaine, donc on avait quand même un petit peu le temps de voir venir, même si la traduction du jeu a été finie tout de suite. Nous on a fini en septembre, les équipes ont fini en octobre, mais bon, vous voyez quoi, de septembre à mars, ça reste quand même une sacrée marge pour faire les tests, les vérifications, ceci, cela. Donc quand vous êtes un éditeur, vous vous donnez les moyens en même temps. Et sinon, quand c'est fait un petit peu comme ça au dernier moment, là c'est vraiment le dernier moment. C'est souvent une question de moyens, hein. Au final, les traductions, quand vous avez des traductions qui sont parfois médiocres, il faut dire que derrière, c'est qu'il y a un budget médiocre qui a été attribué à la traduction, hein. Soit on n'a pas voulu payer des traducteurs qui avaient un prix plus élevé, donc on a pris des gens qui étaient moins compétents, soit on n'a pas voulu payer le temps à donner à la traduction, donc quelque part, souvent une traduction médiocre, c'est un budget médiocre qui est derrière. Ensuite, bon, il y a quelques exemples de fous. Je vous ai parlé tout à l'heure un petit peu de la série sur le Bakugo. Moi, j'ai eu l'épisode le 29 décembre. Il fallait que je le rende le 2 janvier. C'est un épisode de 45 minutes. La série, l'éditeur a annoncé qu'il avait acquis la série le 9 janvier au matin. Et il était censé diffuser l'épisode le 27 janvier. Donc déjà, merci de m'en faire rendre le 2, hein, connard. Mais en fait, ce que je savais pas, c'est que le gars, sans prévenir personne, en fait, il l'avait passé à la télé le 9 au soir. Donc il annonce ou le 10 au soir, d'accord? Donc il annonce la série le 9 au matin, le 9 au soir ou le 10 au soir, elle est diffusée. Sachant que l'épisode au Japon, il a été diffusé le 9, le 8 au soir, au milieu de la nuit, quoi. Donc eux travaillent sur des cycles extrêmement courts, extrêmement bizarres, et du coup ça se reporte sur nous, quoi, parce que moi j'avais Thunderbolt Fantasy, je recevais les premiers montages définitifs, arrivaient le vendredi midi à peu près, et donc moi j'avais le chronométrage le vendredi à 22h, et l'épisode était diffusé le dimanche dans la nuit, et moi il fallait que je le rende pour le lundi 4h du matin. Et parce que c'est passé réellement tout de suite en simulcast le lundi soir, quoi. Donc c'était vraiment des cycles extrêmement courts. Bon, ça c'est une spécificité du simulcast, je pense. C'est pas, heureusement, tous les travaux de traduction ne sont pas aussi hardcore que ça, quoi. Mais ouais, ça, selon le domaine dans lequel vous allez, malheureusement, il y a des fois, c'est pas le bol, c'est comme ça. On va prendre une dernière question. Bon, merci. Oui, j'aimerais simplement avoir rapidement du coup votre opinion sur les séries à problème, entre guillemets, par exemple Tetsubo Sensei et Megabox. Est-ce qu'il y a une approche différente, particulière pour votre projet? Et est-ce que les gens cherchent à travailler sur ce genre de défi un peu? Ou est-ce qu'ils essaient d'éviter des liens à problème? Ça dépend du budget.
pris un bon budget, on est prêt à tous les défis. Non, après, je pense que ça dépend d'un traducteur à l'autre. Ça, il y en a qui sont prêts à rentrer dans. Enfin, après, on a des affinités ou pas avec certains types de traduction. On va vouloir ou non rentrer dans un projet. Ça dépend vraiment d'un traducteur à l'autre. Oui, donc bon, j'ai ni un problème. Voilà, j'ai traduit quand même un truc Le Sangle des cigales, c'est 6700 pages sous Word que j'ai fait tout seul. Donc, je vais pas vous la raconter, je vais pas vous dire non, moi je cherche la facilité, quoi. C'est pas vrai, c'est pas tout à fait vrai. Je suis en train de vous mentir, mais les projets, il faut le sentir, quoi. Je ne serais pas autant investi dans ce projet-là si j'avais pas eu la volonté de le faire. Absolument. Pour moi, c'était un défi. Donc, j'étais jeune, je voulais prouver que j'arrivais à faire ceci, cela. Donc, je l'ai fait. Mais c'est vrai que des fois, on va pas chercher la petite bête. Après, il y a la passion qui joue aussi, quoi. Quand on nous propose un titre sur un auteur ou sur quelque chose qui nous passionne, ce serait idiot de refuser, quoi. Typiquement, Thunderbolt Fantasy, c'était payé un peu moins de la moitié de son tarif normal, mais c'était Gen Urobuchi. Et Gen Urobuchi, bon, même s'il est connu, même s'il est célèbre, c'est surtout quelqu'un que j'ai rencontré à Paris complètement par hasard pendant l'Épithanie il y a 2-3 ans. Puis on a été manger au resto, on a discuté un peu quelques heures, et voilà, c'était pas un inconnu. Je me dis, bon, allez, pourquoi pas, je le fais quand même. Je le connaissais, ça me faisait un peu chier qu'ils prennent des risques comme ça, pour les sports, et donc j'ai suivi, quoi. Mais, ouais, ensuite ça fait des histoires. Voilà, ce sont des projets qui se refusent pas. Par exemple, là, LDK, pour vous donner une idée, en traduction, ça représente à peu près, mettons, 8000 à 9000 mots français. Et puis, un Born to be Honor, ça représente 19 000 mots français. Ils sont payés pareil, les deux. Donc, quand on nous propose, on sait aussi qu'on rentre dans quelque chose de compliqué, mais en même temps, c'est ça qui est génial dans notre métier aussi. C'est quand on a ces challenges-là et qu'on arrive à les résoudre, et que c'est comme dans ces moments-là qu'on est le plus fiers de ce qu'on fait, quoi. Donc, après, ça fait partie du métier, je crois. Bon, bah, merci à vous deux. Merci. Si vous voulez continuer à discuter avec eux, vous pouvez le faire, bien sûr, dans la grande salle de la convention. On va passer maintenant au prix Minorine.